Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de ce rendez-vous. Cette édition spéciale consacrée aux questions qui font l'actualité au Gabon, notamment la tenue le 12 août dernier d'un conseil des ministres présidé par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, conseil des ministres qui a fait le point sur les 100 jours de la gouvernance impulsée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema depuis le 3 mai 2025. Au cours de ce conseil des ministres, plusieurs annonces ont été faites, comme l'annonce relative à une meilleure régulation du secteur informel. On fera le point justement sur cette question en rapport avec ce communiqué officiel qui a été rendu public sur sa page Facebook du ministère des Affaires étrangères du Bénin, notamment, qui a réagi après ce qui est devenu viral sur les réseaux sociaux au sujet de l'inauguration officielle du marché municipal de Lambaréné et la décision de nationaliser les emplois. Évidemment, réaction suite à ces propos tenus, notamment ce qui concerne la place réservée donc aux commerçantes gabonaises dans ce nouveau marché de la commune de Lambaréné. Et pour faire le point sur cette forte actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau trois invités. Je reçois Jean-Christian Combina, journaliste et coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Je reçois aussi Stevie Essima, président de la plateforme Expression Citoyenne, et Félicien Rodrigue Invou, acteur politique, militant du Parti démocratique gabonais. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les trois d'être là au rendez-vous, évidemment, de cette édition spéciale pour que nous puissions décrypter cette forte actualité qui prévaut dans notre pays à 48 heures de la célébration de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, dont on va célébrer le 65e anniversaire. C'est bien ça? Puisqu'on est indépendant depuis le 17 août 1960. Donc, dimanche prochain, ce sera donc le 65e anniversaire attendu ce samedi 16 août, le traditionnel discours à la nation du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, messieurs, vous avez suivi l'actualité récente, donc les 100 jours de la gouvernance du président de la République, un séminaire gouvernemental dédié pour la circonstance, suivi de la tenue d'un conseil des ministres, je l'ai dit, mardi 12 août dernier, où le Conseil des ministres a fait plusieurs annonces, notamment celle relative au secteur informel, la question du commerce informel. Le Conseil a constaté que ce secteur, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes, une part importante de ces activités étant exercée par des opérateurs étrangers. Le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure, notamment le commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeu sans enregistrement. Cette mesure mise en œuvre progressivement avec une période transitoire et l'appui de collectivités locales vise à organiser et à rééquilibrer le commerce informel tout en accompagnant les opérateurs nationaux vers la formalisation grâce à des procédures simplifiées, un appui technique et fiscal et des dispositifs de financement adaptés. Problème, c'est que depuis l'annonce cette annonce faite par le Conseil des ministres, il y a eu une fois de plus une levée de bouclier au-delà des frontières gabonaises, puisqu'on est dans un monde aujourd'hui planétaire, avec évidemment la toute-puissance des nouvelles technologies de l'information, de la communication, donc les réseaux sociaux et leurs différentes plateformes, de nombreuses communications faites pour condamner, semble-t-il, ce que d'aucuns considèrent au-delà des frontières gabonaises comme une forme de xénophobie. Alors, une fois de plus, on fait passer le Gabon pour un pays xénophobe. Curieux pour un pays qui a sur son sol depuis plusieurs décennies quasiment la majorité des communautés étrangères venues de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, et bien au-delà. Alors, comment comprendre ces réactions? Le Gabon est-il un pays xénophobe? Jean-Christian Combina, première question d'abord,
pour revenir sur ces mesures annoncées par le gouvernement pour réguler le secteur informel, ces mesures sont-elles d'actualité? Écoutez, le Conseil des ministres est souverain. Le Conseil des ministres, c'est le lieu de la collégialité gouvernementale. C'est l'instance suprême, n'est-ce pas, de l'exécutif où se prennent les décisions qui ont été préparées auparavant par le Conseil interministériel. Et donc, le Conseil des ministres, qui est présidé par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est penché sur cette question, n'est-ce pas, qui a vocation à rendre aux Gabonais, avant tout, leur dignité, n'est-ce pas, et à revitaliser le marché du travail. Et donc, un certain nombre d'emplois, n'est-ce pas, exercés dans le secteur informel du commerce, n'est-ce pas, ont été ciblés comme ne devant plus être pratiqués par des ressortissants étrangers. Nous sommes là dans une perspective, n'est-ce pas, de privilégier, n'est-ce pas, la main-d'œuvre nationale pour pouvoir donner la possibilité à nos compatriotes, n'est-ce pas, d'avoir l'exclusivité, n'est-ce pas, sur ces différents canaux de commerce. Et donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a la volonté, n'est-ce pas, des autorités, non seulement de favoriser le travail pour la main-d'œuvre nationale, mais également le souci d'inviter ceux qui sont dans le commerce informel de se conformer avant tout aux lois de la République. Car l'activité commerciale est réglementée, n'est-ce pas? Et donc, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que ce secteur informel est certes dynamique, mais il échappe véritablement au contrôle des autorités. Et à travers ce commerce informel, il y a non seulement parfois des problèmes de sécurité publique qui se posent à travers les produits qui sont commercialisés sur le marché, il y a des problèmes d'évasion d'argent, parce que beaucoup de sommes d'argent quittent le territoire national, n'est-ce pas, via ce commerce informel-là. Et donc, les autorités veulent avoir, n'est-ce pas, le contrôle de ce secteur. Et comme la plupart de ces commerçants qui exercent dans l'informel sont des étrangers, n'est-ce pas, ceux-là doivent se conformer à la loi. Maintenant, ce commerce informel n'est pas seulement le propre des étrangers, il y a aussi des compatriotes qui exercent cette activité commerciale. Eux aussi sont dans l'informel, mais les autorités les encouragent aussi, n'est-ce pas, à s'inscrire dans la formalisation de leurs différentes activités. D'accord. Félicien Rodrigue, vous, la nécessité évidemment de réguler ce secteur informel. La FEG, la Fédération des entreprises de Gabon, l'avait déjà signifié dès la prise de pouvoir du CTRI, la nécessité de faire en sorte que l'on puisse véritablement mettre le cadre légal qui permette à ce secteur informel de participer de façon plus dynamique à l'économie nationale pour notamment freiner la fuite de capitaux qui est observée jusque-là dans notre pays issu de ce secteur informel. Oui, bien entendu. Mon premier sentiment, c'est que le gouvernement, depuis plus de 60 ans, avant que nous serions indépendants, et lorsque nous avons reçu les indépendances, nous avions toujours eu des étrangers qui avaient des fonctions, des tâches que les Gabonais, à l'époque, ne pouvaient pas exercer. Et au fur et à mesure, ces Gabonais se sont intégrés, d'autres sont rentrés dans les conditions, ont ouvert des structures qui ont prospéré, d'autres ont été des collaborateurs des anciens présidents, que ce soit Léon Mba, que ce soit Omar Bongo. Donc pour moi, le problème n'est pas une forme de chasse aux sorciers aux étrangers, puisque les étrangers sont dans notre territoire depuis pratiquement plus de 100 ans. Là, vous allez un peu vite en besogne. On va y arriver sur ce point relatif, oui, justement, la présence de ces communautés étrangères dans notre pays. Mais restons d'abord sur la nécessité d'encadrer, de recadrer, de légaliser par rapport à l'économie nationale. Par rapport à l'économie, mais ça crée des dysfonctionnements. Pourquoi? Parce que notre économie mérite d'être
tenus par des nationaux. Or, si plus de 80%, je dirais même plus de 90% du secteur informel et de nos revenus sont détenus par les étrangers, ça met en mal notre économie. Ça met en mal parce que le secteur formel, c'est les secteurs qui payent les taxes, qui payent la fiscalité gabonaise. Et donc, lorsque les étrangers exercent et ne payent rien, ça profite uniquement, c'est à sens unique. Donc ça désorganise notre manière de s'organiser sur le plan économique. Or, maintenant, la décision du président, elle est salutaire parce que nous avons, la dernière en date, c'est mettre les taxis. Mais je ne pense pas que cela a fait en sorte que tout le secteur soit totalement gabonisé. Or, c'est ce que nous recherchons. Mais nous allons au fur et à mesure, je pense que dans les autres secteurs, les secteurs qu'on a dit désormais que ce sont ces secteurs-là que les Gabonais doivent pouvoir, on ne veut plus voir les étrangers, donc la nature horreur du vide, les Gabonais vont s'approprier ces différents secteurs. Et moi, je pense que l'économie se porterait le mieux si les Gabonais occupent leur secteur, prennent en charge leur économie. En fait, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Stevie et Sima, donc le gouvernement fait le constat. C'est depuis que ce constat-là a été fait, le commerce informel, bien que dynamique, échappe au cadre légal. Déjà sur ce point, la nécessité de mettre en place un cadre légal encadrant justement les activités au sein du secteur informel. Très bien. Je pense qu'effectivement, nous sommes en état de droit. L'état de droit doit être ressenti dans tous les domaines de nos secteurs d'activité, qu'ils soient économiques, social et environnemental et tout autre. Donc l'état de droit voudrait que nous puissions minimaliser les dérives informelles qui pourraient constituer des gros étranglements pour notre expansion économique. La problématique que vous posez, moi je l'aborde sur deux axes. Premièrement, il faut se poser la question, quel pays au monde voit échapper plus de 80% de son activité économique? Il n'y a aucun pays. Le secteur informel, que je peux appeler le secteur périphérique de notre économie, est aujourd'hui constitué à 80% des non-nationaux. Et c'est un principe économique. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de renverser cette tendance qui tend à priver les nationaux des niches de croissance susceptibles de booster notre expansion économique. Et donc, cette tendance ne peut pas être qualifiée de xénophobie, c'est simplement que l'État veut positionner concurrentiellement les Gabonais dans ce marché qui est un marché qui porte des fruits, un marché qui a des revenus incommensurables. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers une préférence nationale. En économie, on appelle ça parvenir à un positionnement concurrentiel, mais mieux, c'est une théorie qui consiste à privilégier les niches de croissance au profit des nationaux. On appelle ça le protectionnisme éducateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on constate que notre appareil économique est détenu à 80% par les non-nationaux, il faut que l'État régalien parvienne à inverser la tendance, c'est-à-dire il faut donner aux nationaux la possibilité de concurrencer ceux qui sont déjà ancrés dans l'exercice et parvenir progressivement à renverser la tendance. Je prends un exemple pour illustrer, pour que les Gabonais comprennent très bien, le domaine du transport. Aujourd'hui, il est à 90% détenu par les non-nationaux. Qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit se dire... Vous parlez du transport urbain. Transport urbain. Ouais. L'État doit se dire, sur 5 ans, je dois pouvoir inverser la tendance. Ça veut dire que sur une année, il faut que 10% des nationaux entrent dans le secteur compétitif du transport. Et si 10% entrent dans une année, au bout de 10 ans, nous sommes en capacité d'avoir 80%, 90% des nationaux dans le secteur. Ça ne se fait pas comme un claquement de doigts, c'est un travail progressif, c'est une démarche économique, ça s'appelle le protectionnisme éducateur. Ce n'est pas de la xénophobie, c'est simplement qu'aujourd'hui nous sommes dans la ZLECAf. La ZLECAf va nous amener à un positionnement concurrentiel dans les échanges intra-africains. Il faut que notre économie résiste au choc de ces échanges-là. Il faut donc que nous parvenions à avoir cette taille critique nationale qui va permettre aux Gabonais de résister à l'afflux
des marchandises et des capitaux qui vont venir de l'étranger. C'est des bonnes guerres, c'est une position économique, c'est un choix économique, c'est une orientation économique. Cela s'appelle la préférence nationale. Rodrigue Félicien, les différents métiers ou corps de métier ou activités ont été clairement identifiés. On parle donc en ce qui concerne le commerce de proximité, l'envoi d'argent non agréé. Il y a plusieurs opérateurs qui se sont installés au Gabon justement qui d'ailleurs font de la concurrence à certaines entités mondiales reconnues qui, elles, ont des agréments délivrés par les différents ministères techniques. Donc il y a l'envoi d'argent non agréé, la réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, leur paillage artisanal non autorisé, puisque les zones comme Minkébé ont été victimes justement de pénétration de certains orpailleurs venus des pays voisins du Cameroun et du Congo, Brazzaville notamment, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes, l'exploitation des petits ateliers ou machines de jeu sans enregistrement. Et le gouvernement a dit qu'il faut que ça soit fait de façon progressive. Oui, le gouvernement a tout à fait raison et c'est une première parce que le gouvernement, pour reprendre ce que disait mon compatriote de gauche Sima, c'est une forme de protectionnisme parce que l'État doit protéger ses concitoyens à pouvoir se développer. Et l'État doit pouvoir mettre les mécanismes qui permettent que les citoyens puissent évoluer. Mais les secteurs qui sont cités, c'est vrai que ça va se faire au fur et à mesure, mais l'un des secteurs qui a déstabilisé grandement la Poste en a failli, c'est-à-dire que pour l'envoi d'argent, les étrangers utilisent beaucoup. Envoi d'argent non agréé. Non agréé, et ça fait perdre beaucoup d'argent. Avant, on faisait les mandats quand on avait des parents à l'extérieur par la poste. Maintenant, après, il y a eu Western Union qui est venu faire la concurrence déloyale. Et après, les étrangers ont trouvé le marché noir pour envoyer de l'argent à travers leurs frères. Et c'est des envois non autorisés. Et donc, l'État ne gagne rien, finalement, dans ce genre de circuit. Donc, il faut tout ramener pour qu'il y ait une traçabilité, pour que les nationaux arrivent à maîtriser tous ces différents secteurs. Et il le disait, ces niches d'argent puissent permettre à ce que les Gabonais puissent maîtriser au moins des secteurs, que ce soit dans le secteur informel ou dans le secteur informel. Pour que les Gabonais, je suis d'avis pour que les Gabonais puissent prendre puissent réellement faire en sorte que l'organisation économique puisse prendre forme à travers la maîtrise de notre économie. D'accord. Donc moi, je suis très favorable et j'appuie le gouvernement qui, pour moi, c'est la relance, parce qu'en réalité, si on veut relancer l'économie, il faut que l'économie soit portée par les nationaux. Jean-Christian Combina, alors toujours sur ce même aspect-là, au nombre des différentes activités que l'État veut voir à court, moyen terme détenues par les nationaux, il y a donc, on l'a dit, le secteur lié à l'intermédiation informel dans l'achat de récoltes. Il y a certaines activités qui sont organisées sous forme d'autarcie, d'opacité, même de mafia, disent certains, qui sont complètement fermés aux Gabonais. C'est des réseaux qui sont établis où il est très difficile d'y pénétrer quand vous n'êtes pas de la communauté qui la gère. Ça, il faut le faire de façon méthodique, progressive. Oui, il faut le faire de façon méthodique. Vous savez, M. Pambo, que nous vivons dans un monde ouvert, rendu tel quel par l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc, à l'ère de la mondialisation des échanges commerciaux, n'est-ce pas, et de l'information, tout ce qui se fait ici est connu ailleurs. Et donc, nous n'avons pas le monopole, n'est-ce pas, de cette orientation politique
privilégiant la préférence nationale. Elle est pratiquée dans les pays occidentaux, le débat est prégnant en France, aux États-Unis, en Afrique de l'Ouest aussi. Je crois savoir qu'au Sénégal, le gouvernement de Dakar a pris cette orientation politique dans le secteur des transports et ça n'a pas fait couler beaucoup d'encre et de salive à l'échelle de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Et le Sénégal, connu pour sa tradition démocratique et son côté pacifique, son attachement à la paix, à la coopération internationale, n'a jamais été traité de pays xénophobe. Et donc, dans notre pays... Pour rester sur cet exemple très patent, pertinent que vous êtes en train de prendre, Jean-Christian Kombila, il y a eu des réactions, après ces nombreuses réactions des communautés étrangères, notamment voilà, sur cette question-là, sur ces annonces faites par le gouvernement gabonais, des réactions suite à cette mésaventure qu'a connue un Gabonais au Sénégal qui faisait des affaires, mais qui a été sommé de fermer son entreprise, qui a tout perdu, plusieurs centaines de millions de francs CFA. Mais le Gabon n'a jamais traité le Sénégal de xénophobie. Jamais du tout. Pourquoi, en ce qui concerne le Gabon, ça prend toujours des proportions aussi importantes? Oui, il faut savoir que dans notre pays, il y a eu une forte immigration clandestine bien avant, aussi. Immigration d'ailleurs bien avant la période des indépendances. Oui, bien avant la période des indépendances, il y a l'interpénétration des communautés venues d'Afrique de l'Ouest, des communautés venues d'Afrique centrale. Bref, notre pays est un pays très ouvert. Maintenant, ce qu'il y a lieu de déplorer, n'est-ce pas, c'est cette propension à vouloir toujours qualifier les autorités de notre pays depuis la période de transition et même bien avant, entre 2020 et 2023, d'autorité, n'est-ce pas, donnant le sentiment de tolérer, n'est-ce pas, cette volonté de chasser, n'est-ce pas, nos frères venus du continent. Non, notre pays n'est pas un pays xénophobe. Et ce qu'il y a lieu de reconnaître, c'est la volonté politique aujourd'hui exprimée au sommet de l'État, n'est-ce pas, de voir notre pays recouvrer la plénitude de sa souveraineté politique, de sa souveraineté économique. Et donc, tout ce qui est pris comme mesure économique lors du dernier Conseil des ministres, singulièrement celle relative à la préférence nationale, vise essentiellement, n'est-ce pas, à rendre aux Gabonais leur dignité, vise essentiellement, n'est-ce pas, à retrouver notre souveraineté économique pour permettre aux Gabonais, n'est-ce pas, d'avoir de l'emploi, de produire de la richesse, et puis d'entrer dans ces créneaux économiques qui ont été pratiquement monopolisés, n'est-ce pas, par les opérateurs économiques et les ressortissants venus des pays d'Afrique de l'Ouest. Oui, tout à fait. Stevie et Sima, alors il y a quand même on va dire des réalités historiques qui méritent d'être révisitées. On sait que dans la longue histoire de notre pays, Félicien Rodrigue et vous évoquez évidemment la période avant les indépendances, puisque les grands chantiers dans notre pays ont été lancés bien avant les indépendances, notamment en ce qui concerne l'exploitation de l'Okoumé ou d'autres grands projets qui ont nécessité l'arrivée sur le territoire gabonais sur nos terres de communautés venues des pays étrangers, notamment des pays de l'Afrique du centre et de l'Afrique de l'Ouest, qui ont donc participé à l'œuvre de construction de ce pays. Donc de nombreuses familles se sont installées. Ils vivent depuis des décennies, ont fondé des familles et vivent en intelligence avec les populations gabonaises en toute fraternité. Mais dès les premières années de l'indépendance, le président Léomba, déjà au niveau de l'Afrique centrale, je crois que on l'a tous lu ou entendu, disait que le Gabon ne devait pas plus être Cendrillon de l'Afrique centrale. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que pendant
des premières années de l'accession de ces pays africains à l'indépendance, au niveau de l'Afrique centrale, l'UDEAC, le Gabon était l'un des premiers, sinon le plus gros contributeur, alors que le siège de l'AEF était à Brazzaville. Vous me corrigerez si je me trompe, Christian Kombila, à Brazzaville. Mais le Gabon a participé avec la base de plusieurs efforts, justement. Et puis, il y a eu donc cette assertion de Léon Bala, le Gabon ne devait pas être éternellement la Cendrillon de l'Afrique centrale. Et deuxièmement, il y a eu le Gabon d'abord. Le Gabon d'abord sur le plan économique. Est-ce que cette réalité-là, vous avez l'impression de la revivre aujourd'hui? Très bien. Vous faites bien de faire ce détour historique, parce qu'effectivement, le Gabon, depuis les temps de la colonisation, c'est-à-dire avant l'indépendance, a toujours été importateur de la main-d'œuvre de travail, du fait de notre faible démographie et du fait que l'organisation pré-indépendance voulait que le centre de gravité des relations et du commerce moral ou du commerce des marchandises se ne retrouve pas au Gabon, notamment avec l'AF qui avait pour capitale Brazzaville. Et donc le Gabon, faisant partie de l'AF, a effectivement contribué à payer de ces richesses minières et forestières pour développer le visage de la capitale de l'AF qui était Brazzaville. Effectivement, le Gabon a toujours eu recours à cette main-d'œuvre étrangère. Le Gabon a toujours été un îlot qui a toujours contribué à faire émerger la dynamique de groupes impulsés par le colon à l'époque. C'est vrai que ces populations, du fait de l'indépendance, d'où la dénomination de Libreville, la vie des esclaves libres, fondée par des esclaves venus d'ailleurs, qui ont été surpris par la proclamation de notre indépendance. Donc cette histoire-là ancre le Gabon dans son hospitalité légendaire. Le Gabon a toujours été un pays d'hospitalité, un pays d'ouverture, un pays de brassage économique, de brassage culturel et de brassage socio-linguistique. Et donc tout ceci a aujourd'hui amené les communautés frères ou sœurs de l'étranger à voir le Gabon comme une vache à lait, ce qui peut se comprendre, puisque nous étions au lendemain des indépendances, notamment avec le boom pétrolier des années 70, nous étions dans un postulat de l'État providentiel, où l'État faisait tout, où le Gabonais avait le pressentiment de ne pas forcément pouvoir fournir d'efforts pour avoir les fruits de la croissance. Mais aujourd'hui, avec l'explosion démographique, avec la multiplication des défis qui aujourd'hui s'imposent à nous, la théorie de l'État providentiel ne peut plus perdurer. Aujourd'hui, nous sommes donc en train de construire ce mythe de l'État providentiel et amener les Gabonais à s'approprier les leviers de notre croissance économique. Les autorités de la transition ont déjà fixé le cap de ce qu'on appelle le patriotisme économique. Et aujourd'hui, à l'avènement de la Ve République, a fait en sorte que le Gabon change de paradigme. Et c'est ça aujourd'hui qui pose problème. C'est le changement de paradigme. Parce que les gens pensaient que le Gabon allait toujours être la vache à lait de tout le monde. Mais aujourd'hui, le président de la République veut développer son économie. Il commence par s'attaquer, ou du moins il commence par reformer les relations entre le Gabon et les multinationales. Tout le monde sait ou se souvient de la question de la transformation des matières premières sur le sol gabonais. Cela procède de quoi? Cela procède de la volonté de capter les niches de croissance aujourd'hui dans les secteurs de pointe, tels que le manganèse, le pétrole et autres. Mais si vous réformez les secteurs porteurs, la macroéconomie, il faut aussi réformer la microéconomie, il faut réformer l'économie périphérique, c'est-à-dire les petits métiers. Donc, autant les multinationales aujourd'hui connaissent un environnement réformé, autant on doit accepter que l'économie périphérique connaisse un environnement aussi réformé. Et donc, le postulat de la préférence nationale aujourd'hui ne peut pas poser problème, parce qu'il est question pour nous de capter toutes les niches de croissance de notre pays. Félicien Rodrigue, vous, cette autre réalité, évidemment, c'est que la plupart des pays qui ont eu un sous-sol ou qui ont un sous-sol, un sol riche, qui offre des opportunités de développement, de croissance, sont souvent ou font
face à ces types de réalités-là. On peut prendre le cas de la Côte d'Ivoire, où il y a évidemment plusieurs communautés étrangères qui se sont établies, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, la Guinée-Conakry ou même Guinée-Bissau, des Libériens, les Ghanéens, etc. Parce que la Côte d'Ivoire, évidemment, on le sait, c'est l'une des puissances économiques au niveau de l'Afrique de l'Ouest, avec le Nigeria comme moteur, mais il y a la Côte d'Ivoire où l'activité économique est très importante. Et puis en Afrique centrale, c'est le Gabon. Les réalités ne sont pas les mêmes, mais le Gabon, il y a la démographie, comme l'a si bien dit Stevie Essima. Mais il y a cette volonté aujourd'hui, impulsée par Brice Clotaire Oligui Nguema, dans cette nouvelle dynamique-là qui fait que le Gabon souhaite véritablement se remettre en ordre de marche. Évidemment que le Gabon prend conscience parce que il vous souviendra, pour reprendre ce que mes deux frères ont développé, d'abord la première chose c'est que les différents travailleurs que nous avons fait venir, qui avaient des contrats, qui sont venus par l'entremise de Sokoba ou Dragage ou toutes ces sociétés-là, se sont installés et ont pu développer, en plus de leur travail, d'où ils étaient, ils ont pu faire des petits métiers qu'ils faisaient déjà dans leur pays respectifs. Ils se sont développés et vous voyez bien que moi je vois un peu la communauté malienne dans des amis quand on joue au jeu de dames disent que il y a des quartiers entiers à Bamako où ce sont des ressortissants, des Maliens qui revenaient du Gabon. Donc à partir de ce moment, ils sont allés se reconstituer. Donc l'un des problèmes que nous avions, c'est que il faut faire en sorte que, c'est là où je suis d'accord totalement avec le gouvernement, il faut faire en sorte que les Gabonais puissent évoluer. Vous avez pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire a connu ce problème parce qu'ils voulaient faire des grandes réalisations, des grands chantiers, les grandes plantations. Il y avait une vision et ça a permis un brassage. On voit aussi comment ça nous Mais le Gabon l'a fait aussi avec le chantier titanesque du Transgabonais dans les années 70. On a fait avec les retrags, nous l'avons fait aussi. Tous ces travailleurs que nous avons fait venir étaient en contrat, d'autres sont restés, d'autres sont partis, beaucoup ont reconstruit leur pays. Ce que nous pouvons dire pour demeurer dans le débat de l'aspect économique, c'est que c'est un début. Le gouvernement dit moi, désormais, je veux que dans le secteur privé et dans le secteur informel, il faut qu'il y ait des Gabonais parce que pour nous, c'est important pour qu'il y ait des Gabonais parce qu'en réalité, il faut une nouvelle catégorie d'artisans gabonais, une nouvelle catégorie des hommes d'affaires, une nouvelle catégorie des gens qui font dans les petits métiers parce que c'est ça qui crée la richesse. Et il le disait que c'est à travers cette richesse-là que on a le sentiment national né petit à petit par le travail. Or, l'assistanat n'a jamais développé un pays. Donc, c'est par la maîtrise de notre économie, c'est par avoir des hommes d'affaires, une nouvelle classe. En réalité, le gouvernement recherche ce que je peux appeler une classe moyenne de Gabonais qui puissent réellement gagner leur vie à travers leur travail, à travers la maîtrise. Aujourd'hui, ces Gabonais vont avoir des monopoles, 2 ou 3 ou 10 Gabonais qui vont se lancer dans une activité et au fur et à mesure, les autres Gabonais vont regarder et vont se dire « Ah tiens, moi je poursuis me lancer » et ça va faire un effet contagion et ils vont devenir de plus en plus nombreux. Il n'y a que comme ça qu'on développe un pays. Et je pense que le président Oligui, contrairement aux deux autres présidents, les deux prédécesseurs, veut marquer vraiment le coup. C'est un défi pour pouvoir faire parce que la fonction publique ne peut plus engager. Or, les Gabonais, il faut bien qu'ils se débrouillent, il faut qu'ils se lancent. Donc il faut les protéger, il faut créer des secteurs, il faut créer un électrochoc. Et l'un des électrochocs, c'est de dire que bon, tel secteur, pour appliquer notre souveraineté, nous leur disons que désormais c'est les Gabonais qui le font. Il y aura 2 Gabonais, 3 Gabonais, 5 Gabonais qui vont se manifester et au fur et à mesure, ils seront plus nombreux. Mais il faut déjà prendre la décision, et c'est déjà un courage de prendre la décision de dire stop pour tel secteur. Et ça ne veut pas dire qu'on est xénophobe, ça veut dire tout simplement qu'on dit certains secteurs doivent revenir aux nationaux
Et c'est tout à fait normal et je suis d'accord avec ce Et voilà, dans le secteur, certaines activités du secteur informel. Jean-Christian Kobila, évidemment, mais le gouvernement a pris le soin, évidemment, puisqu'on voit bien que tout a été bien élaboré. Il y a les secteurs qui ont été identifiés, mais il y a surtout le cadre, la méthode qui doit être employée pour faire en sorte qu'on y arrive de façon progressive, donc la mise en œuvre progressive avec une période transitoire et l'appui des collectivités locales qui visent à organiser et à rééquilibrer le commerce informel tout en accompagnant les opérateurs nationaux vers la formalisation grâce à des procédures simplifiées. Donc, il y a une réelle volonté du gouvernement de pouvoir faire en sorte que les choses se fassent proprement. Oui, il y a cette volonté du gouvernement d'encadrer, n'est-ce pas, ce processus transitoire, parce que il faut donner le temps au temps. Il y a donc les opérateurs économiques privés qui sont aujourd'hui dans l'informel, mais qui doivent tout faire, n'est-ce pas, pour pouvoir légaliser leur situation. Ça, c'est valable pour les ressortissants étrangers que pour les ressortissants gabonais. Le gouvernement est conscient que c'est un secteur qui offre à la fois des avantages et des inconvénients. Au titre des avantages, il y a cette possibilité, n'est-ce pas, massive, qui est donnée à nos compatriotes d'occuper ces créneaux qui vont être laissés vacants par les opérateurs économiques étrangers qui ne pourront pas se mettre en règle. Et puis, il y a cette volonté aussi du gouvernement d'associer les collectivités locales pour pouvoir faciliter, n'est-ce pas, l'obtention de toute la paperasse administrative à nos compatriotes établis à l'échelle du territoire national. Et donc là, on voit bien qu'il y a cette préoccupation des autorités gouvernementales, n'est-ce pas, à faire en sorte que les compatriotes qui vont se lancer dans ces créneaux qui vont rester aujourd'hui exclusivement pratiqués par les Gabonais puissent, n'est-ce pas, avoir leur paperasse le plus rapidement possible, car l'objectif c'est de les sortir tous autant que faire se peut, n'est-ce pas, de l'illégalité. Et c'est de faire en sorte que ceux qui ont été dans le commerce informel rentrent progressivement dans la formalité, et que ceux qui n'ont jusque-là pas d'occupation, n'est-ce pas, saisissent ces opportunités, n'est-ce pas, qui vont s'offrir à eux pour pouvoir aujourd'hui devenir les véritables agents économiques et devenir des managers à titre personnel. Stevie Essima, la régularisation du secteur informel souhaitée par le gouvernement, évidemment, on l'a dit, pouvoir davantage rechercher ces niches-là qui devraient permettre de soutenir, financer le développement dans notre pays, au Gabon. Effectivement, vous savez, l'un des travers de l'enracinement de l'informel dans le tissu économique, c'est la perte des revenus pour l'État. Non seulement en ce qui concerne la fiscalité, et même de la parafiscalité, parce que la parafiscalité est quand même là pour permettre à ce que, du point de vue périphérique, un certain nombre de taxes soient versées aux collectivités locales et autres structures administratives étatiques pour pouvoir capter toutes ces niches-là. Or, lorsque l'informel est enraciné, la fiscalité n'existe pas, et même la parafiscalité n'existe pas. Surtout que la préférence nationale, c'est où elle est de mise. Parce qu'il ne faut pas penser que le Gabon cherche à dichotomiser les nationaux des non-nationaux dans l'accaparement de ce secteur d'activité qui est pourvoyeur d'emploi et de croissance. Non, il s'agit plutôt de hiérarchiser les choses telles qu'elles devraient être. C'est-à-dire qu'il faut une dose de préférence nationale pour permettre à ce que les Gabonais tirent profit au maximum de cette propension à la croissance, et non seulement à la croissance économique, mais aussi à celle de l'emploi. Et
évidemment, les ressortissants des communautés étrangères vont faire leur travail et accompagner cette mission d'expansion économique, parce qu'il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas d'activité économique menée par les non-nationaux. Ce n'est pas ça que nous disons. Nous disons qu'il faut hiérarchiser. Partout ailleurs, il y a quand même cette notion de préférence nationale qui est une notion économique, une notion politique, qui est une orientation patriotique posée par les autorités. Aujourd'hui, le président Donald Trump, en faisant ce qu'on qualifie de guerre commerciale avec les grandes puissances du monde, notamment sur la surtaxe des frais de douane et autres, mais c'est une forme de préférence nationale. Il dit laisser les entreprises américaines prospérer parce qu'elles sont soumises à concurrence qui est parfois déloyale parce que les prix sont ramenés plus bas. Mais ça ne devrait pas poser problème dans le Conseil des Nations. C'est normal que chaque pays cherche à tirer le plus grand profit de toutes ces niches. Ce qui est pour moi de bonne guerre. Stevie et Sima, merci. Félicien Rodrigue, vous, donc c'est un procès de mauvaise intention, une fois de plus, fait aux Gabonais, au Gabon, j'ai envie de dire, faire passer le Gabon pour un pays xénophobe. Est-ce qu'on peut se l'imaginer quand on est Gabonais, vivant au Gabon, penser que le Gabon est un pays xénophobe? Non, le Gabon ne saurait être un pays xénophobe. La preuve, c'est que toutes les communautés étrangères vivent ici en bonne intelligence. Moi qui voyage un peu, je ne vois pas, je n'ai pas vu, pourtant ils ont connu le même problème au Cameroun. Quand tu vas au marché de Mokolo, tu marches sur des kilomètres, il n'y a plus les Nigérians. Or, il y a 40 ans en arrière, c'était les Nigérians qui étaient beaucoup là-bas. Mais on n'a pas dit que le Cameroun est xénophobe. Au fur et à mesure, les Camerounais ont plié en main leur économie. Ils sont maintenant dans des secteurs. Et pour moi, je trouve que c'est une bonne chose, c'est un début. Au contraire, tout près de nous, comment comprendre que parallèlement, nous sommes en train de former les gens dans les différentes vocations, que ce soit ébéniste, que ce soit maçon, cultivateur, etc. Mais il faut bien qu'ils puissent exercer. Or, on ne peut pas les former et qu'on ne puisse pas les voir dans les petits métiers de tâcherons, dans les petits métiers de vulcanisateurs, dans les petits métiers jardiniers, etc. Donc il faut que les Gabonais prennent en main leur économie. Les petits métiers tels que le gouvernement l'a signifié, il faut que ça soit à dominance des Gabonais. Cela veut dire que nous sommes xénophobes. Cela signifie que les Gabonais doivent prendre en main leur économie de manière progressive. Et pour moi, c'est une donnée essentielle parce qu'en réalité, cela ne signifie pas qu'on est contre les étrangers. Cela signifie qu'il faut donner plus de chances aux nationaux pour pouvoir s'affirmer, parce qu'ils ont aussi besoin de s'affirmer. Or, ce qui est dit, c'est que les Gabonais sont paresseux. Or, il faut battre ça en brèche pour démontrer que les Gabonais ne sont pas paresseux. Bon, mais les secteurs en question ont été identifiés. Oui. Ils ont été donc identifiés. Les 7 secteurs qui ont été identifiés. Pour le moment, on ne sait pas si on va s'arrêter là ou si on va continuer à pouvoir... Non, mais déjà pour les 7 secteurs, ça signifie que on n'a pas dit on généralise, mais on a dit pour ces 7 secteurs, donc les étrangers, pour me résumer, doivent comprendre que les 7 secteurs-là, c'est une question de souveraineté. L'État a pris la décision, on ne la commente pas, on s'applique, et c'est pourquoi j'ai même lu quelque part que de dire qu'on respecte les lois de la République du pays d'accueil. Et donc pour moi, c'est un leitmotiv assez important. Donc eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il faut respecter les lois de la République. Donc la décision a été prise, elle a un caractère exécutoire par tout le monde, par toutes les forces. Et donc, la décision du président, du Conseil des ministres, s'applique à toutes les forces. Mais le constat qui est fait à travers le monde, évidemment, c'est une réalité universelle, ce n'est pas propre au Gabon. Parce que les différents secteurs d'activité, il y a des secteurs qui sont dans lesquels on trouve des communautés étrangères. Si on prend l'exemple de la France, qui est un pays cité souvent en référence, on sait qu'en France, il y a des communautés qui sont très présentes dans le secteur du bâtiment travaux publics. Donc, les communautés de l'Europe du Sud, par exemple, le Portugal, dans les communautés portugaises, espagnoles, il y a des communautés qui viennent de l'Europe de l'Est aussi, dans l'activité du transport urbain, des taxis. Dans les BTP, il y a également des Africains qui y travaillent, notamment sénégalais et maliens. Dans la restauration, notamment la restauration rapide, il y a des Turcs, par exemple. Voilà, donc
même la France ou même les États-Unis d'Amérique également connaissent ce type de situation à gérer. Alors, toujours en lien avec cette actualité, Jean-Christian Combila, ce 14 août, donc c'est ce communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères du Bénin qui a donc réagi après ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux par rapport à l'inauguration officielle du marché municipal de la ville de Lambaréné, qui est donc la capitale provinciale du Moyen-Ogooué. Donc le ministère des Affaires étrangères du Bénin qui réagit, qui fait donc un communiqué adressé à l'endroit de la communauté béninoise vivant en Lambaréné. Quand on résume ce communiqué, en gros, le ministère réaffirme sa détermination à veiller en toutes circonstances à la sécurité et au respect des droits des ressortissants béninois vivant à l'étranger. Il invite donc la communauté béninoise au Gabon à la sérénité et la retenue et rappelle à tous les ressortissants béninois l'obligation de respecter scrupuleusement les lois et règlements des pays d'accueil. Et le ministère des Affaires étrangères du Bénin précise également qu'en coordination avec les autorités gabonaises, le ministère initiera dans les prochains jours une mission d'identification et de recensement des Béninois candidats au retour volontaire. Alors, est-ce que ça va un peu loin? Non, ça ne va pas loin. Ça ne va pas loin. C'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Bénin qui est... Est-ce qu'il y a une amplification des faits? Alors, il y a eu des Gabonais qui se sont exprimés. Des Gabonais, c'est trop dire. Tout est parti d'une vidéo, des vidéos virales qui ont été vues d'une compatriote. On va la qualifier de quoi? D'influenceuse, de lanceuse d'alerte, je ne sais pas, d'activiste, voilà. Je ne pense pas que dans ses propos, elle ait menacé les commerçantes béninoises qui y travaillent. Elle a revendiqué le droit des Gabonais de pouvoir avoir accès à ces États-là en dénonçant, selon elle, une politique de 2 poids 2 mesures prise par les autorités de la délégation spéciale de Lambaréné. Je crois qu'il y a même eu la réaction d'un responsable qui a donné des explications par rapport à cette réalité-là aussi, parce que bon, oui, il y a des mesures qu'il faut respecter pour pouvoir attribuer des étals. Oui, M. Pambo, le communiqué interpelle essentiellement les ressortissants béninois pour que ceux-ci soient respectueux des lois de la République. Et donc, à ce niveau, il n'y a pas péril dans la demeure. Les autorités sont dans leur bon droit et elles ont pour cible, dans ce cadre-là, leurs compatriotes. Maintenant, ce qu'il s'est passé à Lambaréné, c'est qu'il y a un marché qui a été construit par le pouvoir en place. Ce marché vise à créer un environnement commercial favorable à l'exercice de l'activité, et il est tout à fait naturel que la priorité, n'est-ce pas, d'accès dans ces étals soit accordée aux Gabonais. Et ça, cela ne souffre d'aucune contestation. Maintenant, il revient aux autorités déconcentrées vivant à Lambaréné et en charge, n'est-ce pas, de la gestion administrative de la ville, n'est-ce pas, d'appliquer les strictes instructions, n'est-ce pas, des autorités gouvernementales, du ministère de l'Intérieur. Et donc, une influenceuse a fait un constat, a donné son avis, a attiré l'attention, n'est-ce pas, de la nation sur quelques dérapages observés sur place. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'à Lambaréné, il n'y a pas que les Gabonais et les Béninois qui y vivent. À Lambaréné, il y a l'ensemble des communautés étrangères établies dans notre pays qui y sont représentées et qui exercent l'activité commerciale, et que les Béninois se sentent particulièrement visés, n'est-ce pas,
donne à penser que cela peut-être pensait que depuis la situation qui prévalait par le passé allait perdurer, à savoir que les Gabonais allaient toujours se laisser faire, n'est-ce pas, en termes de compétitivité économique. Les Gabonais devraient continuer à se désintéresser. Oui, c'est ça, continuer à se désintéresser de cette activité et commerciale aujourd'hui. Donc, il est à saluer cette ouverture du marché de Lambaréné. Maintenant, nos compatriotes ont là la possibilité, n'est-ce pas, d'occuper, n'est-ce pas, les premières places dans ce marché-là. Et ce qui se passe à Lambaréné se passe à Libreville, à Port-Gentil, à Franceville, à Oyem, presque partout sur l'ensemble du territoire. Les marchés sont d'abord... Avec l'obligation pour ces commerçantes gabonaises-là de se conformer à la réglementation, parce qu'il ne suffit pas d'occuper les étals pour le plaisir de les occuper. Bien sûr, il faut pouvoir justement répondre aux exigences imposées par la municipalité de Lambaréné. Parce que à ce niveau, ce qu'il faut également expliquer aux Gabonais ou aux commerçants de Gabonais pour qu'on le comprenne bien. On n'a pas dit que... Monsieur Pambo, je pense que nos compatriotes le savent très bien. Nos compatriotes le savent très bien. Ils ont toujours cohabité avec les ressortissants étrangers qui pratiquent l'activité commerciale, mais sauf que pour le moment, n'est-ce pas, la priorité doit d'abord être accordée à nos commerçants et à nos commerçantes. C'est pour eux et c'est pour elles que le président de la République, n'est-ce pas, construit ces infrastructures commerciales. Stevie Essima, sur ce communiqué du ministère des Affaires étrangères du Bénin, qui est prêt, hein, le communiqué est clair, hein, il y a une mission d'identification de ces communautés qui sera initiée avec le concours des autorités gabonaises. Donc, ils vont venir au Gabon, aller à Lambaréné et faire le point avec les communautés. Vous êtes sûr, Pambo, que les commerçants béninois établis au Gabon qui sont venus ici sans l'autorisation des autorités politiques de leur pays vont comme ça du jour au lendemain accepter, n'est-ce pas, l'invitation de leurs autorités de repartir chez eux? Ça, je n'en sais rien, je ne peux pas lire dans le Noir Café, mais on essaie de décrypter le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères du Bénin, donc qui va mener cette mission d'inspection à Lambaréné avec le concours des autorités gabonaises pour justement demander à ces ressortissants, le communiqué est clair, ceux qui sont candidats à un retour volontaire. Voilà. Donc il n'y a pas d'obligation faite ou d'injonction. Ceux qui sont candidats à un retour volontaire. Bon, moi je veux... C'est pour ça que je posais la question, je me demandais, mais est-ce que ça ne va pas loin? Ça va très loin même. Moi je vais avoir une autre lecture et sortir politiquement correct. Je pense que la diplomatie doit reposer sur deux fondements. Les intérêts mutuels, parce qu'elle est comme une porte à double face. Les intérêts, les implications sont répertoriés de chacune des faces. La diplomatie aussi doit reposer sur le principe de la bonne foi. Il faut agir en diplomatie selon le principe de la bonne foi. Je pense que la diplomatie, c'est aussi le lieu de la retenue. Nous savons au Gabon la longue histoire entre la République du Gabon et la République du Bénin. Nous savons au Gabon que la présence des ressortissants béninois est très prégnante dans notre écosystème culturel, familial, économique et devenu surtout politique. Donc nous savons que tous ces éléments mis ensemble font qu'aujourd'hui, le Gabon et le Bénin marchent main dans la main. Et ce n'est pas souvent un long fleuve tranquille. Donc, en diplomatie, il y a les subtilités. Demander à leurs ressortissants de regagner le pays, ça peut renvoyer à une certaine image, ça peut nous donner un autre type de message. Le Gabon ne chasse pas la communauté étrangère. Le Gabon ne chasse pas la communauté béninoise. Le Gabon ne chasse personne. Le Gabon dit, chacun est venu chercher, mais nous voulons privilégier nos ressortissants. Et aujourd'hui, il est question de ça, on ne chasse personne. Donc il faut savoir raison garder. Et la diplomatie se passe aussi dans les cénacles. Un communiqué comme ça peut susciter plusieurs interprétations.
Merci Stevie et Sima. Merci à tous les trois d'être passés sur le plateau de Télé Africa. Malheureusement, le temps qui nous était parti est arrivé à son terme avec l'espoir évidemment de poursuivre ces échanges autour de toutes ces questions qui font l'actualité dans notre pays. Je vous souhaite déjà, la rédaction de Télé Africa vous souhaite d'ores et déjà une bonne fête de l'indépendance. Donc on va célébrer le 65e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale le 17 août prochain, et on se retrouve peut-être ce 16 août pour faire le point sur le discours à la nation du chef de l'État. Merci beaucoup de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.